Lorsque vous évoquez vos projets de voyage à Tristan da Cunha, il est fort probable que vos amis ignorent totalement l'emplacement de cette île lointaine. Rien d'étonnant à cela. Tristan da Cunha est reconnu comme l'archipel habité le plus reculé de la planète. La terre peuplée la plus proche, Sainte-Hélène, se trouve à environ 2400 km. L'île de Tristan da Cunha ne compte actuellement que 229 habitants. Dans une communauté aussi restreinte, chacun est soit le cousin, soit l'oncle, ou peut-être simplement l'ami de quelqu'un. Mais une chose est certaine, tout le monde se connaît. Il n'y a pas plus de 10 noms de famille sur l'île, correspondant à seulement 10 lignées différentes. Rejoindre cette île relève d'une véritable épopée. Aucun aéroport n'y est présent, rendant le voyage exclusivement maritime. En règle générale, il faut prévoir une traversée de plusieurs jours depuis l'Afrique du Sud. L'île est régulièrement desservie par seulement 3 navires, effectuant ensemble moins d'une douzaine de voyages par an. Certaines compagnies de croisière l'intègrent à leurs itinéraires, mais il est essentiel d'organiser votre séjour à l'avance, en raison du nombre restreint de places disponibles sur les bateaux au départ du Cap. De plus, une autorisation préalable de débarquement est obligatoire. Bien que l'île ne dispose pas d'hôtels classiques, plusieurs maisons d'hôtes sont à votre disposition, et il est même possible de loger chez l'habitant. Les locaux vous offriront un hébergement confortable, 3 repas quotidiens et des services de blanchisserie. À noter que 88% des frais versés reviennent directement à la famille insulaire, tandis que seuls 12% sont perçus sous forme de taxes. Par ailleurs, le coût de l'hébergement est étonnamment accessible. En 2024, il s'élevait à environ 30 livres pour une pension complète. En effet, l'île utilise la livre sterling, étant un territoire britannique d'outre-mer, mais elle dispose également d'une monnaie locale, la livre de Sainte-Hélène, équivalente à la livre sterling. Incidemment, cela ne fait qu'environ 80 ans que l'île a commencé à utiliser de l'argent liquide. En 1942, la base navale a introduit le paiement des salaires en espèces, permettant aux habitants de Tristan de passer d'une économie de troc à un système monétaire. Ce changement leur a également offert la possibilité de réaliser leurs premiers achats en argent comptant. À titre de conseil, préparez tout ce dont vous pourriez avoir besoin avant de partir, car vous ne trouverez certainement pas d'hypermarché sur place. Pour être clair, il y a bien une supérette, mais elle ne ressemble guère aux interminables rayons débordant de gigantesques pots de mayonnaise dont vous avez peut-être l'habitude. Le magasin de Tristan da Cunha, souvent désigné comme le supermarché, n'a ni vitrines en verre ni publicité flamboyante. Pour être franc, il évoque davantage une grange abandonnée vue de l'extérieur. Mais en dépit de son apparence modeste, il joue un rôle essentiel en offrant des produits de première nécessité pour compléter les denrées locales. Les résidents doivent commander leurs articles des mois à l'avance, ceci arrivant avec les rares navires. Ce magasin est ouvert du lundi au vendredi. Les habitants cultivent encore aujourd'hui leurs propres légumes et élèvent du bétail. Le supermarché est devenu une ressource indispensable pour des produits tels que la farine, le sucre ou encore des denrées d'épicerie variées, y compris du pain surgelé et des produits typiques des supermarchés britanniques ou sud-africains. Bien que l'économie de l'île repose principalement sur la pêche, en particulier celle des langoustes, les insulaires demeurent largement autosuffisants. Dirigeons-nous maintenant vers une autre destination tout aussi ardue à atteindre, mais cette fois, le défi est encore plus grand. Il s'agit de l'infâme Hypoxia City, surnom donné à l'endroit où l'oxygène est le plus rare sur Terre. Bien entendu, ce n'est qu'un sobriquet. Son véritable nom est la Rinconada, située au Pérou. Pour atteindre la Rinconada, il faut gravir plus de 5 km dans les montagnes, ce qui n'a rien d'étonnant pour la ville la plus haute du monde. Malgré son accès difficile, elle accueille une population bien plus importante que Tristan da Cunha, entre 30 000 et 50 000 habitants. Alors que l'île isolée évoque une certaine quiétude idyllique, la cité péruvienne de la Rinconada présente une toute autre réalité. Le paysage urbain se compose essentiellement d'habitations basses, avec des services de base largement insuffisants. La Rinconada n'a ni approvisionnement fiable en eau courante, ni système d'assainissement. L'absence de collecte des déchets oblige les résidents à les brûler ou à les enterrer eux-mêmes. Jusqu'au début des années 2000, la Rinconada ne bénéficiait pas d'accès à l'électricité. La plupart des biens, y compris les denrées alimentaires essentielles, doivent être acheminés de l'extérieur. Bien qu'elle ait été à l'origine une ville minière, elle offre aujourd'hui une diversité d'activités économiques. Certains s'orientent vers le commerce, que ce soit de la nourriture, des vêtements ou d'autres biens. Tandis que d'autres proposent des services variés, voire des toilettes publiques. D'un point de vue architectural, la Rinconada a très peu à offrir.
Le paysage est dominé par des cabanes précaires en tôle ondulée, souvent instables et rongées par la rouille. Ce choix de matériaux repose avant tout sur des considérations pratiques. Ces tôles métalliques sont légères et faciles à transporter jusqu'au glacier par les mineurs. Hélas, ces habitations n'offrent aucune isolation adéquate, exposant leurs occupants au froid glacial, quoique la laine des moutons locaux, réputée pour ses propriétés isolantes, soit disponible. Quelques maisons en pierre, plus robustes, existent, mais restent rares, et sont principalement occupées par des mineurs plus fortunés. Si l'architecture de la Rinconada laisse à désirer, ces panoramas, eux, sont à couper le souffle. Depuis presque chaque point de la ville, il suffit de lever les yeux pour admirer la Bella Durmiente, ou Belle au bois dormant, un glacier majestueux qui domine le paysage. Atteindre la Rinconada est loin d'être simple. La première étape consiste à prendre un vol pour l'aéroport international Alejandro Velasco Astete à Cusco, au Pérou. Une fois à Cusco, vous pourrez emprunter un train ou un bus en direction de Puno, situé à proximité du lac Titicaca. C'est à partir de là que les choses se corsent. Pour monter jusqu'à la Rinconada, il faut souvent compter sur l'autostop ou trouver un véhicule en direction des montagnes. Il existe peut-être quelques bus, mais ils ne suivent aucun horaire précis. Si vous êtes aventureux, vous pouvez louer une voiture. Mais attention, les routes sont souvent accidentées et difficiles à parcourir. Un peu de prudence est donc indispensable pour cette expédition. Contrairement à Tristan da Cunha, qui a adopté l'argent liquide dans les années 40, la Rinconada s'appuie peu sur la monnaie. Son économie repose presque exclusivement sur les mines d'or, qui sont non surveillées, non réglementées et souvent très dangereuses. Les mineurs travaillent selon un système de cacoreo. Pendant 30 jours, ils extraient le minerai sans être payés. Puis, le 31e jour, ils peuvent emporter tout le minerai qu'ils peuvent charrier en guise d'unique rémunération. La Rinconada ne dispose pas de banque, mais plusieurs agences de transfert d'argent permettent aux mineurs d'envoyer de l'argent à leur famille. Cependant, les montants varient énormément, car le cacoreo n'est pas un salaire fixe. C'est une question de chance, la Suerte. Notre prochaine destination est le Svalbard, une terre qui pourrait paraître inhospitalière en raison de son climat rigoureux. Pourtant, ses habitants accueillent tout le monde avec chaleur et sans formalité. Aucun visa n'est nécessaire pour visiter ou même travailler sur place. Situé aux confins du monde, Svalbard séduit par son charme unique et solitaire. La capitale, Longyearbyen, héberge une communauté remarquablement variée, avec plus de 50 nationalités représentées parmi ses 2400 habitants. Et il n'est pas rare de croiser un ours polaire qui s'aventure parfois en ville. Les espaces de vie sont réduits, il n'y a qu'un seul supermarché, et les rues, numérotées plutôt que nommées, contribuent au charme singulier de la ville. Longyearbyen dispose également d'un centre universitaire accueillant environ 300 étudiants. Fait surprenant, tous doivent apprendre à manier des armes à feu, une mesure de sécurité indispensable dans la nature sauvage environnante. Fondée initialement comme ville minière, à l'instar de la Rinconada, Longyearbyen s'est désormais tournée majoritairement vers le tourisme. Pourtant, une coutume originale de l'époque minière persiste. Visiteurs et habitants retirent leurs chaussures en entrant dans les hôtels et les restaurants, une habitude destinée à préserver les lieux de la poussière de charbon. Notre dernière destination aujourd'hui est l'île Palmerston, un atoll corallien reculé des îles Cook, situé à environ 470 km au nord-ouest de Rarotonga. Le célèbre explorateur James Cook y a accosté le 16 juin 1774. À une époque où l'île était inhabitée, bien que des tombes anciennes y aient été découvertes. Aujourd'hui, l'île compte une petite communauté de seulement 25 habitants, descendants pour la plupart de William Masters, un marin anglais du 19e siècle. Arrivé en 1863 avec 2 épouses polynésiennes, il en a ensuite pris une 3e et a eu 23 enfants. La pêche constitue le pilier de l'économie locale, évoquant un mode de vie de subsistance en raison de l'isolement de l'île. Malgré cela, les habitants disposent de commodités modernes et de services de communication. Et, bien que l'île ne possède pas d'aéroport, des cargos y font escale à intervalles réguliers,